Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de SummerSlam 2002. Je tenais juste en fait à m'excuser juste avant d'attaquer la vidéo. J'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, je tenais à m'excuser. D'habitude je sors toujours au moins une vidéo par semaine. Et là je vais pas vous mentir que j'avais pas forcément l'envie dans le sens en fait où j'ai eu mal au dos. D'ailleurs, j'ai toujours mal au dos, c'est toujours pas passé, je dois retourner au kiné, enfin bref, c'est la merde. De toute façon, vous le savez maintenant, je pense. Je suis emmerdé avec ce mal de dos depuis longtemps et apparemment, il veut pas se barrer et j'en ai vraiment ras-le-bol, vraiment. Bref, je suis pas là pour me faire plaindre de toute façon. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de SummerSlam 2002, hein, puisqu'on est en pleine période de SummerSlam. Du coup, la semaine prochaine, vous aurez aussi une review d'un ancien SummerSlam. Je peux pas encore vous dire quand exactement. Maintenant, je vais plus vous dire de jour parce que ça fait une paire de semaines que je ne sors plus forcément les vidéos le vendredi. Donc voilà, vous l'aurez en fin de semaine prochaine. Je peux pas encore vous dire le jour exact. Et puis vous savez quoi? On va attaquer directement la review, hein, tout simplement. On va pas perdre de temps. Et je vais déjà commencer par la présentation du pay-per-view. Donc, SummerSlam 2002 s'est tenu le 25 août 2002. C'était à Uniondale, à New York, plus précisément au Nassau Veterans Memorial Coliseum, devant 14 797 spectateurs. Donc, la salle était blindée. Et pour l'occasion, le thème musical de ce pay-per-view, c'était Fight de Jim Johnston, légendaire compositeur des musiques de la WWE. Avant même d'attaquer le premier match de ce show, je voulais vous faire part d'un truc qui me paraît quand même assez incroyable, parce que quand vous regardez les affiches de ce pay-per-view, vous voyez quand même que sur le même show, on a quand même du Kurt Angle, Rey Mysterio, Ric Flair, Chris Jericho, Edge, Eddie Guerrero, Christian, l'Undertaker, le Rock, Brock Lesnar, Triple H, Shawn Michaels. Je veux dire, vous vous rendez compte de le roster qu'il y avait pour ce pay-per-view sans déconner? Si ça vous fait pas rêver, enfin c'est quand même un pay-per-view qui était très très bien garni, on va pas se mentir. Écoutez, on va pas perdre de temps, donc on va attaquer la review, tout simplement. L'opener de la soirée, c'était Kurt Angle contre Rey Mysterio, dans un match qui a duré un peu plus de 9 minutes. Alors c'est vrai que c'est pas énorme, et très clairement, je vous le dis, pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de ce pay-per-view. Il était rythmé. Et en fait, je pense que c'est l'opener parfait. Tu peux pas mieux commencer un pay-per-view de catch. Je veux dire, c'est le genre de match qui te hype pour le reste de la soirée. Ça a été à 2000 à l'heure. T'as pas eu le temps de cligner des yeux, sinon tu loupais une prise. Et c'est tout ce qu'on voulait en fait. Tout simplement, Kurt Angle, Rey Mysterio sur le papier, ça fait grave envie. Forcément, les deux catcheurs ont un style de catch complètement différent. Et les deux ensemble, c'était un régal, tout simplement. J'ai noté qu'à un moment donné, on a Rey Mysterio qui a fait un springboard rolling senton sur Angle à l'extérieur du ring en passant au-dessus de l'arbitre, donc ça c'était quand même méga stylé. J'ai également noté que Mysterio a réussi à porter son 619 enchaîné du West Coast Pop. Finalement, Angle se dégage à 2. Et finalement, à la fin du match, en fait, on a Mysterio qui veut porter un Huracan Rana de la troisième corde. Angle en fait arrive à retomber sur ses pieds et en fait surprend Mysterio, il le chope carrément par la jambe et lui porte le ankle lock et du coup Mysterio est obligé d'abandonner. Victoire de Kurt Angle sur un Mysterio qui fait donc abandonner le petit luchador qui a rendu visite aux joueurs de Manchester United actuellement et ça m'a fait très plaisir hein, puisque je suis fan de United. Il a donné un masque à David De Gea, le gardien de Manchester, et ça m'a fait très plaisir. Bref, du coup voilà, c'est un excellent match, franchement je vous le conseille vraiment. Si vous n'avez pas forcément envie de revoir tout le pay-per-view, je vous conseille vraiment ce match parce que déjà il dure pas très longtemps, il dure 9 minutes, mais vraiment pour moi c'est vraiment l'opener parfait. C'est le genre d'opener qu'il faudrait avoir dans n'importe quel pay-per-view. Du coup c'était vraiment un très bon match pour commencer la soirée. Et au niveau de la note, j'ai mis un joli 8,5 sur 10. Ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était changement de style. Hein. Très clairement, le premier c'était très explosif. Là, le deuxième c'était un petit peu plus euh, posé hein, dans le ring. Il y avait beaucoup moins de prise de la troisième corde. Et puis c'était un peu plus roublard. Hein. Il y avait un petit peu plus de roublardise. Ça s'engueulait pas mal. Il y avait des son of a bitch qui partaient à droite à gauche. C'était le match entre Ric Flair et Chris Jericho. Dans un match qui a duré un peu plus de 10 minutes là aussi. Et vous allez voir que des matchs qui ont duré plus de 10 minutes, il n'y en a pas tant que ça dans ce pay-per-view.
Ça me fait un petit peu penser, je crois, au pay-per-view Extreme Rules qu'on a eu récemment. Je crois qu'il y a eu beaucoup de matchs qui ont duré moins de 10 minutes. Là, c'est un petit peu pareil. Du coup, alors ce match entre Flair et Jericho, du coup, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est totalement différent du premier. Le rythme est beaucoup plus posé, beaucoup plus lent. Il y a beaucoup moins de prise de risque. Après, voilà, il y a aussi Ric Flair dans le match. Il faut quand même le souligner. Même si en 2002, il avait 6 ans de moins qu'à la fin de sa carrière en 2008, il était déjà quand même âgé, quoi. Sinon, le match en lui-même, j'ai pas grand-chose à dire dessus. J'ai noté en fait que Ric Flair avait passé son temps à porter des atémies pendant tout le match presque. Je grossis peut-être un petit peu le trait, mais c'est un petit peu ça. C'est limite les seules offensives de Ric Flair pendant tout le match. Ce que j'ai aimé, c'est le côté roublard, parce qu'on dit que Ric Flair, c'est le dirtiest player in the game, et du coup, Jericho a voulu lui rendre hommage, mais à sa façon, c'est-à-dire qu'en fait, il était dans le coin du ring, il a voulu enlever la protection, l'arbitre l'a surpris, donc du coup, il lui dit hop hop hop, tu peux pas faire ça. Donc Jericho se barre, pendant ce temps-là, l'arbitre remet le coin du ring comme il faut, et en fait, Jericho avait volé une corde qui attachait le coin du ring. Et en fait, pendant ce temps-là, il étranglait Flair avec. Donc, comme je vous ai dit, voilà, c'était un petit peu pour rendre hommage à Ric Flair. Je suis pas certain qu'il ait apprécié, mais bon, voilà. Ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'à un moment donné, on a Jericho qui là aussi apparemment a voulu rendre hommage à Ric Flair en lui portant le figure 4 leg lock. Et Ric Flair, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à se dégager de la prise. Il a essayé de la retourner comme dans beaucoup de situations. Mais là, il n'y arrivait pas. Il n'y avait rien à faire. Jericho, il ne lâchait pas la prise. C'était un mort de faim. Et en fait, Flair, il arrive à aller chercher la corde. Et en fait, au moment où il touche la corde, Flair tape 3 fois. Mais donc, du coup, vu qu'il avait touché la corde avant, juste avant, du coup, voilà, le match continue. Mais j'ai bien aimé parce que ça fait vraiment montrer que Flair était vraiment à ça d'abandonner. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Et finalement, en fait, à la fin du match, on a Ric Flair qui porte un athémie sur Jericho, le énième du match. Et donc, du coup, avec l'élan, Jericho se recule et en fait met un genre de coup de coude à l'arbitre, mais pas genre, voilà, il le bouscule. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pas comme un gros KO. Dans beaucoup de matchs, on a pu voir ça. Là, c'était pas un KO, c'est-à-dire que l'arbitre, il se tenait la tête et il se tenait aux cordes. Mais tu vois, il était encore debout. Il était genre un peu groggy, mais ça va quoi. Et en fait, pendant ce temps-là, Ric Flair répond à Jericho. Il lui met donc un low blow, un shero shot, une Nakamura, on pourrait même dire ça maintenant, une Nakamura dans les coucougnettes. Et il enchaîne avec son figure 4 des familles, figure 4 leg lock de Ric Flair sur Jericho. Jericho abandonne. Donc voilà, deuxième match de la soirée, deuxième soumission. Victoire donc de Ric Flair sur Chris Jericho. C'était un match plutôt sympa, totalement différent du premier. C'était l'un des moins bons matchs de la soirée, mais c'était pas genre mauvais. C'était un match passable qui se laisse regarder, on va dire. Et du coup, j'ai mis la note de 6 sur 10. Ensuite, le troisième match de la soirée, c'était un match toujours pas de titre en jeu. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein, il n'y a pas encore eu de match à stipulation ou de match à enjeu dans ce pay-per-view. Donc c'était Edge contre Eddie Guerrero. Donc on va pas se mentir, mais c'est quand même un match qui fait envie. Ce match, c'est assez simple. On a eu un travail de Guerrero sur le bras gauche de Edge pendant tout le match, en fait, tout simplement, suite à une projection de Edge directement donc dans l'escalier, donc avec son bras gauche en premier. Du coup, Guerrero, il s'est acharné dessus pendant tout le match. Il a porté pas mal de soumissions, par exemple le Fujiwara Armbar, prise super connue. Enfin voilà, il a enchaîné pas mal de soumissions, il a vraiment appuyé sur ce bras-là, mais finalement en fait ça ne suffira pas. On a également Guerrero qui s'est dégagé de l'execution. Guerrero a même porté le frog splash sur le bras de Edge, ce que j'ai trouvé pas forcément très intelligent. Autant le porter vraiment, pas seulement sur le bras, pour le coup. Finalement, voilà, comme vous pouvez le voir, Guerrero, il a dominé le match. Il a eu pas mal de. Il s'est vraiment acharné sur ce bras-là, mais ça ne suffira pas, puisqu'en fait, Edge arrive quand même à porter son spear pour la victoire de Edge en fait sur Eddie Guerrero. Victoire vraiment à l'arraché pour Edge, qu'on a vraiment chié. Le match a duré un peu moins de 12 minutes. Et j'ai mis 7,5 sur 10 parce que le travail de Guerrero sur le bras de Edge était vraiment très sympa. Et puis le match était sympa entre les deux tout simplement. Donc voilà. Ensuite, le quatrième match du pay-per-view, c'était le premier match à enjeu, un match pour les ceintures par équipe.
de la WWE. On avait les Un-Americans, donc Lance Storm et Christian, accompagnés par Test, donc trois Canadiens, contre Goldust et Booker T. Alors, vous allez me dire pourquoi ils s'appelaient les Un-Americans. Bon, déjà, voilà, je pense que je vous l'ai dit juste avant, les trois étaient canadiens. Et puis, ben voilà, en fait, leur gimmick, c'est tout simplement, on insulte les Américains. Les Américains sont cons, les Américains sont teubés. On l'a vu dans la vidéo de présentation de la rivalité. Christian disait, ouais, les jeunes Américains, ils connaissent le dernier son de Britney Spears, mais ils sont nuls à l'école, en fait. Mais de toute façon, en fait, c'est très très simple, hein. Quand tu es un catcheur étranger, que tu viens à la WWE, pour être hué, c'est très facile. Tu dis que l'Amérique c'est nul, tu dis que le drapeau américain il est moche, que leur hymne il pue la merde, qu'ils sont abonnés au McDo, et c'est bon, hein. C'est bon, t'es il, hein, mon gars, hein. C'est très très facile pour se faire siffler. Et du coup, bah, ça a marché très très bien. Ils étaient vraiment bien sifflés du coup. Sinon, le match en lui-même, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, déjà, il a duré pareil, environ 10 minutes. J'ai noté qu'on a eu un travail à deux de la part de Lance Storm et Christian sur Goldust pendant une bonne partie du match. Finalement, il arrive quand même à faire le hot tag à Booker T. Finalement, Booker T fait le ménage et il allait même remporter le match, puisqu'en fait, il a réussi à porter son double scissor kick sur Christian et Lance Storm. Et il faisait le tomber. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que l'arbitre, il avait été mis KO juste avant. Et donc, eh bien, on a Test. Test qui vient, qui ne faisait pas partie du match, qui a accompagné Lance Storm et Christian, qui rentre sur le ring. Il porte un big boot sur Booker T et Christian en profite pour faire le tombé victorieux. Et donc voilà, victoire des Un-Americans, donc Christian et Lance Storm qui conservent les titres par équipe. C'était un match plutôt sympa. C'était, voilà, ça se laisse regarder là aussi, c'était pas mauvais, c'est pas un match qui te fait sauter de ta chaise, mais c'était tout à fait correct. J'ai vu mieux, c'est clair, mais j'ai vu surtout bien pire que ça. Et donc du coup pour la note, eh bien, j'ai mis 6,5 sur 10. Ensuite on enchaîne avec le deuxième match de championnat du pay-per-view, c'était pour le titre intercontinental. On avait Rob Van Dam contre Chris Benoit le champion. Et là, vous vous dites, ah ouais, le titre intercontinental en jeu, RVD contre Chris Benoit, putain, ça fait rêver. Et c'est vrai, franchement, on va pas se mentir. Sur le papier, tu vois ça, t'en salives d'avance, quoi. Et c'est vrai que le match a été différent. Il a été différent de ce que je m'attendais. C'est-à-dire que je m'attendais à un match assez rythmé, à un match assez équilibré entre les deux, mais vraiment avec un rythme semblable au Angle Mysterio. Et en fait, pas du tout. Ce match a été totalement différent, avec un rythme beaucoup plus lent, puisqu'en fait, Benoît, j'ai oublié de le préciser, le match a duré 16 minutes 30, donc c'est une très bonne durée, il n'y a pas de souci. Et vraiment, sans exagérer, je dirais que sur les 16 minutes 30, je dirais que Benoît a dominé facilement 12 minutes, 13 minutes, vraiment. C'est-à-dire que Benoît a vraiment donné une leçon de catch à RVD. C'est-à-dire que dès que RVD voulait accélérer et faire ses prises, son moveset en fait, eh ben Benoît avait toujours le contre qu'il fallait. Et du coup, Benoît mettait une véritable leçon de catch à RVD pendant presque tout le match en fait. Il a même réussi à porter deux fois le crippler crossface, donc sa prise de soumission. Il l'a tenté la première fois très rapidement dans le match en esquivant le 5-star Frog Splash. Finalement, RVD arrive à trouver les cordes. Et la deuxième fois, par contre, ça j'ai vraiment bien aimé, il enchaîne trois Northern Light suplex en gardant bien le bras gauche de RVD derrière le dos. Et donc du coup, au bout de la troisième, et ben là, il tente le crippler crossface. Et je vais pas vous mentir qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est fini. Euh, Benoît va donner une véritable leçon de catch, une PLS à RVD. Finalement, Rob Van Dam arrivera quand même à s'en défaire. Et puis finalement, je vais revenir à la fin du match et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça me dérange un petit peu. Puisqu'en fait, à la fin du match, donc RVD arrive quand même à revenir, donc du coup, une fin de match beaucoup plus équilibrée entre les deux. Et en fait, à la fin du match, on a RVD qui est sur la troisième corde, on a Benoît qui veut en fait lui faire une back suplex de la troisième corde. Et en fait, en la portant, on a RVD qui se retourne sur Benoît, donc du coup, c'est Benoît qui se ramasse RVD de la troisième corde. Et derrière, en fait, Rob Van Dam enchaîne avec le 5-star Frog Splash, donc sa prise de finition. Et donc voilà, victoire de RVD là-dessus.
C'est un match que j'ai aimé. Pour moi, c'est vraiment un match très très cool entre les deux. Je m'attendais pas à ce match-là, mais il était vraiment très cool, il n'y a pas de souci. Cela dit, ce que j'ai pas aimé en fait, du coup, c'est le booking du match en lui-même, parce que du coup, ça fait passer Benoît pour quelqu'un d'assez faible. Parce que franchement, quand vous voyez ce que Orvidi a subi et quand vous voyez ce que Benoît a subi, je trouve ça très très light. Honnêtement, vraiment, hein, je trouve ça très très light. J'aurais vraiment beaucoup plus encaissé que Benoît dégage plutôt que le contraire. Donc du coup, ça me dérange un petit peu. Rob Van Dam, il était vraiment en mode Roman Reigns pour le coup, ou bien en mode Brock Lesnar, c'est comme vous voulez. Et du coup, voilà, c'est le seul vraiment, voilà, c'est la seule chose qui me dérange dans ce match. Mais il était vraiment très plaisant. Voilà, de toute façon, il fallait s'y attendre. Et donc, bah du coup, j'ai mis la note de 8 sur 10. Ensuite, on arrive au match, on va dire ça un petit peu bas les couilles. C'était le match entre l'Undertaker et Test. Donc là, très clairement, c'était un petit peu la continuité du match de tout à l'heure pour les titres par équipe, hein, puisqu'on avait l'Undertaker qui était en pleine période américaine badass contre Test, qui crachait en fait sur les États-Unis. Donc du coup, Papy Taker, tu vois, il a sorti sa moto, il a sorti sa Harley Davidson, il a sorti son drapeau américain en mode on va défendre notre patrie. Et du coup, Taker contre Test, je vais pas vous mentir que quand j'ai vu la liste des matchs, je me suis dit à mon avis celui-là ce sera le moins bon de la soirée et ça a pas manqué. Le match a duré 8 minutes et franchement j'ai pas noté grand chose. J'ai juste relevé que Test en fait s'est dégagé du chokeslam comme approximativement 99% du temps quand le Taker le porte. J'ai noté en fait qu'à un moment donné, Test, il était vraiment pas bien. Il allait se prendre le last try de Powerbomb. Et en fait, on a Christian et Lance Storm qui viennent pour intervenir. Taker les contre tous les deux avec un double chokeslam. Finalement, Test l'attend. Le Taker se retourne, il se prend le Big Boot qui apparemment était la prise de finition de Test. Pas terrible comme finish, je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, le Taker se dégage, normal. Et en fait, à la fin du match, eh bien, on a Test qui veut frapper le Taker avec une chaise. Et finalement, eh bien, en courant comme un gros teubé, eh bien, il se prend la chaise dans la gueule suite à un big boot du Taker. Donc Test, il était complètement ailleurs, hein, il voyait des éléphants tourner au-dessus de lui. Et finalement, le Taker le prend, boum, le tombstone pile driver des familles. 1, 2, 3, viva l'Algérie, victoire de l'Undertaker. C'était le moins bon match du show. C'était pas une purge, franchement, c'était pas une purge, mais c'est vrai que c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf, on va dire. J'ai mis 5,5 sur 10 et puis ben, on va enchaîner avec l'avant-dernier match de la soirée et au passage, rest in peace, Test. L'avant-dernier match de la soirée et ça, c'est pas un petit match. Ouh là 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 là. C'était un unsanctioned match entre Shawn Michaels et Triple H dans un match de 28 minutes. C'est le match le plus long de la soirée et c'est aussi le meilleur match de la soirée. C'est un match à voir. C'est-à-dire que si tu es fan de catch et que ça fasse 3 ans, 5 ans, bref, que ça fasse 6 mois, 1 an, je m'en fous, c'est vraiment un match à voir. Dans le style street fight, unsanctioned, tout ce que tu veux, c'est un match vraiment à voir. Déjà, c'est un match historique déjà pour sa qualité et surtout, c'est le premier match de catch de Shawn Michaels depuis 4 ans. Je vous laisse un peu imaginer, ça devait être un sacré événement à l'époque, sans déconner. Surtout que il affrontait pas n'importe qui, il affrontait son vrai meilleur ami dans la vraie vie et aussi devant les écrans. Donc du coup, c'était forcément deux frères qui s'affrontaient et c'était forcément un bain de sang. Les deux ont saigné, surtout Triple H. En fait, Shawn Michaels s'est pris un DDT sur une chaise, donc il a saigné au début du match. Finalement, ça va. Lui, franchement, ça va. Mais Triple H, il aime saigner. J'ai l'impression que dès que quelqu'un doit saigner à mort, j'ai l'impression que Triple H, il lève la main, tu vois, en mode ah, s'il te plaît, je peux saigner pendant le match. Mais vraiment, hein, peut-être que c'est moi qui me fais cette idée, mais dès qu'il y a du bleeding dans un match de catch de l'époque, Triple H, c'est toujours le mec qui saigne, mais comme pas possible. Le mec, à la fin de son match, tu peux remplir une baignoire, quoi. Le truc, c'est un délire, quoi. Et j'ai oublié de le préciser, Triple H, en fait, s'est pris un switch in music avec une chaise devant lui, donc forcément, tu te prends ça dans la gueule, bah tu saignes, c'est logique.
Au niveau des armes utilisées, là on en a eu pas mal, hein, je vais pas me plaindre. On a eu des chaises, des poubelles, tables, échelles, ceintures, extincteurs, escaliers. Donc j'ai rien à dire, les armes elles ont servi. Je vais pas vous relever tout ce qui s'est passé. Pour la chaise, on a eu un DDT avec une chaise. Poubelle, bah, on a eu des coups de poubelle, voilà, normal. Pour ce qui est de la table, on a Shawn Michaels qui a fait un splash de la troisième corde sur Triple H qui était bah, du coup sur la table. Donc c'était très cool. Pour la ceinture, ils se sont fouettés tous les deux. Donc ça fait toujours mal à voir parce que des coups de ceinture, ça fait quand même pas du bien. Je sais honnêtement, sincèrement, je sais pas si leurs ceintures sont, vous savez, un peu truquées entre guillemets. Genre, je sais pas si genre ils mettent un petit peu de la mousse ou j'en sais rien. Mais un coup de ceinture, ça fait vraiment pas du bien. Je me suis déjà pris un coup de ceinture dans la gueule. Il y a de ça maintenant très longtemps, je m'en souviens encore. Ça fait vraiment, vraiment pas du bien. J'ai noté en fait que, si vous voulez, Triple H, il a dominé la première moitié du match. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment ce côté psychologique que j'ai vraiment bien aimé. La première vraie prise que Triple H a portée dans le match, c'est un backbreaker. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Shawn Michaels a été absenté des rings pendant 4 ans suite à une blessure au dos. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Première prise qu'il porte du match, un backbreaker. Si ça, c'est pas un move de bâtard, quoi, sans déconner. Et ensuite, il s'est vraiment mais acharné sur le dos de Shawn Michaels avec des coups de chaise, des backbreakers. Et en fait, ce qui a marqué la deuxième partie du match, c'est quand Michaels arrive à lui porter le fameux switching music, là où Triple H saigne en fait. Et à partir de ce moment-là, ben, Triple H se fait défoncer. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Triple H ne voit plus le jour, il se fait démonter sa mère. Et en fait, à la fin du match, j'aime vraiment bien le finish au passage. On a Michaels qui veut porter le switching music pour remporter le match, tout simplement. Et on a Triple H qui contre, tout simplement, et qui veut porter le pedigree. Et finalement, Michaels arrive à contrer lui aussi la prise, et il arrive à lui porter une sorte de roll-up. Et c'est comme ça qu'il gagne le match. Victoire de Shawn Michaels avec une énorme ovation, vraiment une ovation qui fout les frissons, parce que c'est son premier match depuis 4 ans, et ça se voyait que ça lui faisait vraiment plaisir. Cela dit, il n'a pas vraiment eu le temps de profiter, hein, puisque Triple H a attendu environ 3 secondes avant de le réattaquer, ce coup-ci avec son meilleur ami le Sledgehammer. Donc forcément, quand ça se passe comme ça, tu sais très bien que la rivalité va continuer entre les deux. Je crois qu'ils ont un Free Stages of Hell à Armageddon, je crois. Donc ben, si vous voulez une chronique de ce match et du pay-per-view, n'hésitez pas à le demander et je vous mets ça de côté. Ce que j'ai oublié de préciser avant d'en terminer avec ce match, c'est que l'arbitre m'a royalement cassé les couilles, puisque c'est un match sans disqualification. Tu fais ce que tu veux. C'est comme c'est précisé dans le nom, unsanctioned. Tu ne peux pas te faire sanctionner. C'est logique. Et ben le mec, il a cassé les couilles à Triple H pendant tout le match, en mode non, tu casses les couilles, tu peux pas faire ça, tu peux pas te servir de cette arme. Et Triple H, il regardait en mode mais qu'est-ce que tu veux toi? Et je peux comprendre, il disait voilà, enough is enough, en mode voilà, le mec, ça fait 4 ans qu'il a pas catché, il a son dos en bouillie, toi t'arrives, tu t'acharnes sur son dos, ça se fait pas. Ok, d'accord, t'es humain et tout le machin, mais déjà de un t'es arbitre, donc ça normalement t'as pas à le faire, et surtout de 2 t'as rien à dire. C'est un match sans sanction. C'est un unsanctioned match. Donc tu fermes ta gueule et tu arbitres. C'est tout. Tu arbitres. C'est comme si tu avais un coup franc. Je veux dire une connerie pour Paris contre Dijon à la 87e minute. Paris mène 6-0. Le match il est bouclé. C'est comme si tu as un coup franc et que tu as l'arbitre qui tape dedans. Ça finit en sortie de but et puis il dit eh, c'est bon, moi j'en ai marre. Je suis supporter au Dijon vous leur mettez déjà 6-0, c'est bon, arrêtez quoi. Tu serais là devant ton écran, tu ferais mais what the fuck. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est complètement con et que ça fait passer vraiment l'arbitre pour un demeuré. Et voilà, c'est le seul truc qui m'a cassé les couilles dans le match. Sinon, le match en lui-même, c'est vraiment un excellent match. Tout simplement, je vous le conseille. C'est un classique. Pour moi, c'est vraiment un classique. C'est un match à voir. Et pour la note, eh bien, j'ai mis roulement de tambour, les 5 étoiles, 5 stars, 10 sur 10.
Et enfin, le dernier match de la soirée, le main event, c'était donc pour le Undisputed Championship, donc le titre World Heavyweight et WWE donc avaient fusionné à l'époque. C'était donc Brock Lesnar contre The Rock, qui était le champion à l'époque, dans un match de 16 minutes. Je vais en parler maintenant, j'en ai déjà parlé dans le passé. On dit souvent que, par exemple, ouais, Roman Reigns, il est trop pushé, il est trop mis en avant, il a été beaucoup trop vite monté en tant que main eventer. Ouais, Del Rio, il a été trop pushé, franchement, c'est abusé. Et c'est vrai que Del Rio, en 2011, il a vraiment eu une énorme année aussi. Mais rendez-vous compte quand même que Brock Lesnar, je vais vous remettre dans la situation, ok? Il fait ses débuts le lendemain de Mania 18, donc en avril 2002, ok? Pendant les 2 premiers mois environ, il a une feud, une rivalité avec les Hardy Boys, Matt et Jeff Hardy, qui étaient à l'époque avec Lita. Il remporte le King of the Ring contre RVD en finale. Donc ça, c'était, je crois, genre en juillet, un truc comme ça. Et en août, le mec, main event SummerSlam contre le Rock pour le Undisputed Championship. Le mec, c'est un rookie, hein. Faut bien vous mettre à l'esprit que c'est pas un gars que vous voyez depuis des années, que vous connaissez. On parle d'un gars qui sort de la OVW, la Ohio Valley Wrestling. C'était l'ancêtre de la FCW, qui est elle-même l'ancêtre de NXT. C'est comme si demain t'as un gars d'NXT, même pire, c'est comme si t'as un gars du Performance Center que t'as jamais vu à NXT, il débarque euh, en avril, et genre là maintenant, c'est comme si là il affrontait Brock Lesnar à SummerSlam. Tu te dirais mais what the fuck? Eh ben Lesnar c'est ce qu'il a fait. Si ça c'est pas un monster push, je ne sais pas ce que c'est quoi, sans déconner. Donc du coup Lesnar contre le Rock. J'ai noté que Paul Heyman est intervenu pas mal de fois pendant le match et que bah du coup au bout d'un moment le Rock il en a eu un peu plein le cul, tu vois. Il avait déjà mis une patate en plus de ça, mais à chaque fois Heyman y revenait quand même tel un morpion. Et au bout d'un moment, le Rock il s'est dit bon, tu me casses les couilles, sans déconner. Et donc bah, il lui a fait un rock bottom directement donc sur la table des commentateurs. Et puis bah, le Rock lui, il a mis un low blow, hein, un remonte boulasse dans les coucougnettes de Brocky. Hein, il a fait une Nakamura, donc apparemment SummerSlam 2002, c'est peut-être le show qui a inspiré le personnage de Shinsuke Nakamura, je ne sais pas. C'était vraiment très intéressant de voir Lesnar à ce stade-là de sa carrière parce que bah, c'est un Lesnar complètement différent de celui qu'on connaît actuellement. Et puis bah, à l'époque, il était là chaque semaine, hein, il ne se pointait pas une fois tous les 36 du mois. Et surtout, à l'époque, il avait plus qu'une prise. Ça, c'est quand même cool. J'ai noté que Lesnar s'est dégagé du Rock Bottom et que lui aussi apportait le Rock Bottom sur le Rock. Lui aussi, ça dégageait en fait. Et finalement, à la fin du match, en fait, on a Lesnar qui contre le People's Elbow. Ensuite, il arrive à contrer le Rock Bottom. Ensuite, il veut enchaîner avec le F5, le Rock contre le F5. Ensuite, on a Lesnar qui contre encore une fois le Rock Bottom. Et derrière, il arrive, il retourne le bras du Rock et il lui porte le F5 pour la victoire donc de Brock Lesnar avec l'explosion du public. Vraiment, le public était vraiment à fond derrière lui. Il y avait quand même des chants Fuck you Rocky. Enfin, vraiment, le public voulait Lesnar champion et c'est ce qu'ils ont eu. Ils étaient vraiment très contents. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment bien aimé la fin avec pas mal de contres. Tout ça. En général, j'aime bien quand il y a pas mal de contres et que tu sais pas vraiment ce qui va se passer et que c'est pas prévisible en fait. Mais au-delà de ça, c'était vraiment un bon match. Et puis bah, surtout, bah, c'était un match historique. Le premier titre mondial détenu par Brock Lesnar. C'est un match à voir là aussi. C'est pas le meilleur match que j'ai vu de ma vie, mais je veux dire, c'est un match à voir parce que bah, c'est un match historique tout simplement. Donc bah, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir tout simplement. Et puis bah, pour ce qui est de la note, j'ai mis 8 sur 10 parce que j'ai trouvé que c'était un bon match, c'était un bon main event. Il y a eu des retournements de situation. Le finish est très cool. Il n'y a pas eu de botch notable. C'était cool, franchement c'était cool. Donc voilà, tout simplement. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne des 8 matchs de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 7,5 sur 10. Mon bilan de ce SummerSlam, c'est un show que je vous conseille parce qu'il est vraiment très très cool. Il y a quand même pas mal de matchs qui sont must-see. Le meilleur, très clairement, c'est le match entre Triple H et Shawn Michaels, qui est absolument à voir.
Sinon, on a le Angle Mysterio qui est vraiment très cool. Le Lesnar Rock, c'est pareil. Le RVD Benoit, c'est pareil. Et vraiment, pour moi, le moins bon, celui qui est en dessous des autres, c'est le Taker Test. Mais pour moi, il n'y a aucun vraiment mauvais match, il n'y a aucune purge. Et du coup, c'est vraiment un très bon show que je vous conseille. Vraiment, tout simplement. Si vous avez jamais vu ce SummerSlam là, en attendant celui de cette année, bah, je peux que vous le conseiller. Donc voilà, pour moi c'était vraiment un très très bon show, un très bon SummerSlam, très très cool. Et bah, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite comme d'habitude à commenter la vidéo si vous l'avez déjà vue. Qu'est-ce que vous pensez du show, tout ça. N'hésitez pas donc à partager la vidéo aussi pour peut-être faire découvrir la chaîne à un de vos potes. N'hésitez pas non plus à liker, ça fait toujours plaisir pour le soutien, ça fait toujours plaisir. La prochaine vidéo, eh bien, ce sera la semaine prochaine. Ce sera très certainement la review de SummerSlam 2004, connu surtout pour le match entre Randy Orton et Chris Benoit. Je vais pas vous mentir que c'est un show que je n'ai jamais vu, donc je crois qu'il n'est pas forcément très bien coté, mais c'est pas grave, je le regarderai. Et pour ce qui est de la date de la sortie, je peux pas vraiment vous le dire. Ce sera dimanche ou vendredi, je pense. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un bon dimanche. Et puis ben, à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde.